Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe un samedi soir sur deux à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Dès le départ, moi, je dis que c'est écrire un roman, c'est être claustrophobe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Enfin, le voilà. Plusieurs personnes me demandaient de ces nouvelles. J'ai pu l'attraper au vol. Il est metteur en scène, il est acteur, il est aussi animateur de radio, mais il a une autre corde à son arc et c'est de ça qu'il va nous parler ce soir. À tout à l'heure avec cet invité spécial. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Frédéric Surpris. Frédéric Surpris, ça fait longtemps que les auditeurs, que les internautes me demandent de tes nouvelles. Enfin, je t'ai mis le grappin dessus. Avant de commencer l'entrevue, je te donne le proverbe, extrait du livre La femme comme l'acajou, le livre de notre ami Berman Fleury. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme l'acajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Un autre proverbe, grand goût fait pot patate prend valeur. Frédéric, tu as entendu le proverbe? Grand goût fait pot patate prend valeur. Tu nous reviendras là-dessus à la fin de l'émission. OK? Frédéric Surpris, qui es-tu? Quelle est ta formation? Il y a une génération qui ne te connaît pas vraiment. Parle-nous de toi. C'est le genre de question que je n'aime pas, justement. C'est parle-nous de toi. Et c'est dans toutes les interviews que j'ai données tout au cours des 30 dernières années, à la radio, à la télévision. Je n'avais pas eu besoin de dire qui j'étais, puisque j'étais toujours en scène, toujours au devant de la scène. Les gens m'écoutaient, les gens m'applaudissaient, les gens m'aimaient. Mais comme tu le dis si bien, il y a toute une génération qui arrive après, des gens de moins de 30 ans, de moins de 25 ans, qui peuvent ne pas connaître, comme dit si bien la chanson, ce temps-là. Eh bien, je suis un homme de théâtre, c'est vrai, mais je suis un universitaire diplômé en médecine, beaucoup de gens le savent, et Alex assurément m'accuse tout le temps de me dire le médecin malgré lui, mais c'est une façon pour dire que j'aime tellement l'art et je me suis découvert un talent à la fois d'acteur, de metteur en scène, d'écrivain, de dramaturge, et aujourd'hui j'écris des romans, et aujourd'hui au Canada, un exil forcé. Je suis ici un peu exilé, mais pas de mon propre gré, mais on n'est jamais exilé de son propre gré. Et j'attends le moment de faire un petit flashback ou bien un petit retour dans mon pays d'Haïti pour voir comment je peux continuer à contribuer parce que c'était le beau temps, vraiment. Le temps où je laissais la faculté de médecine et j'allais répéter soit avec François Latour. Il faut dire que j'ai commencé avec Gérard Ézil. Gérard, dès que j'ai eu 15-16 ans, mon père m'avait donné l'autorisation d'aller à un cours de théâtre à l'INFA, à l'Institut de formation artistique de Gérard Ézil, qui se faisait à l'époque au Collège Bird. Et rien qu'en y pensant, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule quand je pense ce qui est arrivé au bas de la ville. Et j'étais à Gérard Ézil qui m'a fait venir pour... d'abord, je suis allé au cours de Gérard Ézil. Ça a très bien marché. Tout de suite, j'ai été remarqué. Gérard Ézil m'a demandé
venir faire un peu de radio chez lui à la radio MBC, les émissions Gérard Résil. Et puis je suis allé. Et je vous assure qu'il me donne un petit morceau de papier à lire la publicité. Déjà, je tremblais. C'est incroyable. Comme j'étais timide. Aujourd'hui, je suis envahissant. J'empêche les gens. J'empêche les gens de parler. Je parle un peu trop. J'ai l'impression que j'avais quand même la veine, la graine de conférencier, de parleur. Il faut que je raconte des choses, il faut que je dise des choses. Et c'est un peu par timidité que je suis allé, parce que ça bouillait, ça bouillonnait dans ma tête, dans tout mon corps. Il fallait que je raconte des choses, il fallait que je joue, il fallait que j'interprète. Et j'ai été vite remarqué après un poème si je ne m'abuse, c'était le fameux poème Nédigé de Oussan Camille, que j'ai complètement oublié aujourd'hui, 40, 50 ans, mais c'était beau. Et tout de suite, Gérard m'a dit de venir. Je suis allé à son émission de radio avec un petit morceau de papier. Ça n'a pas très bien marché. Je ne suis pas satisfait de moi. Je suis un éternel insatisfait. Et je tremblais comme une feuille de papier, comme une feuille d'arbre. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais j'ai fait mon texte à l'Institut de formation artistique, à l'INFA. J'ai donné mon texte. Est-ce que c'est parce que, comme j'avais étudié, j'avais préparé, c'était devenu normal pour moi, j'ai bien bossé, comme on dit, j'ai bien peaufiné mon affaire. Mais quand il fallait improviser, ou bien plutôt le micro m'effrayait un petit peu, j'ai compris quelque chose qu'il fallait vaincre toute ma vie, c'est-à-dire la peur de parler en public. J'avais cette passion de la scène, cette passion de parler, cette passion de faire des choses, et je ne l'ai pas vaincu tout de suite, cette peur-là, et ça m'a pris du temps. 2 ou 3 ans après Gérard Résil, ils m'ont fait jouer la première pièce de théâtre, qui s'appelle une pièce d'un certain Blaise Sandra, c'est en fouillant, à l'époque il n'y avait pas Google, c'est en fouillant un peu dans les livres que j'ai compris que Blaise Sandra, c'était pas, moi j'ai toujours pensé que c'était Descartes, voilà. Wow. Pour moi, Blaise Sandra, c'était Descartes, mais c'est pas ça du tout. Descartes, c'est le philosophe que vous connaissez, Blaise Sandra, c'est un intellectuel, un écrivain, etc. Et la pièce s'appelait La Nuit de Feu. J'ai joué avec Winston Jean-Michel, j'avais même pas 20 ans, 18 ans. Et ça a été un succès à l'Institut haïtiano-américain. À l'époque, il y avait une dizaine de théâtres en Haïti, c'est-à-dire il y avait le Rex, il y avait le théâtre de l'Impasse Lavaux, certaines personnes allaient même jouer. L'Institut français, c'était vraiment encore plus sélect, il fallait avoir du public. Et puis, c'était une ambiance, toute une ambiance, l'Institut français. Mais aller au Rex, il faut être capable de vendre 1000 places. Hein. Mais il y avait d'autres endroits où on pouvait aller jouer, la province, autre chose. Mais c'était vraiment quelque chose de stimulant. Et à l'Impasse Lavaux, je crois que c'est l'auditorium de l'Impasse Lavaux, c'est là où j'ai vraiment fait mes premières armes. Et j'étais en philo. Hein. J'ai joué avec François Latour dans Montserrat. Ensuite, la première pièce avec François Latour, c'était Caligula. Caligula, j'avais un tout petit rôle, Scipion l'Africain, l'ami de Caligula. Depuis, j'ai vraiment pris goût pour la littérature gréco-romaine. Je me suis imprégné d'histoire grecque, d'histoire romaine, d'histoire ancienne. Je connais un peu la mythologie. Il faut dire qu'à l'école, j'étais très paresseux. En classe de 5e, quand on commençait à parler de littérature et d'antiquité, de la préhistoire, j'ai trouvé ça soporifique, barbant, décourageant. Il me fallait connaître des noms compliqués, des noms difficiles, même nom de Junon, de Jupiter, je ne pouvais pas, je n'aimais pas. Mais comme on a 14-15 ans, à ce moment-là, c'est le sport qui m'intéressait. J'ai beaucoup fait de volleyball et de ping-pong. J'étais même vice-champion de ping-pong en face de certains. Je ne me rappelle plus comment était son prénom, mais il s'appelait Adam. Il était imbattable, vraiment imbattable. Les gens m'ont beaucoup félicité d'avoir d'être arrivé en finale et d'avoir tenu 2-7. Il ne m'a pas battu 2-7-0 quand même. Mais tout ça pour vous dire que je continue à aller à la faculté. Non, pas tout de suite. Après, je suis parti pour le Canada. Mon père voulait que je fasse autre chose. Je voulais faire l'interprétariat, les langues, la diplomatie. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, bon, mon père va peut-être mourir, je n'aurai pas les ressources qu'il faut, donc il vaut mieux que je rentre en Haïti.
Je rentre en Haïti, il est bien content. Il est bien content parce que je rentre, je vais en médecine en Haïti, je continue un peu une carrière de radio, tantôt à Radio Haïti, à Radio Haïti avec Jean-Dominique, plus tard à Radio Métropole. Mais dès que j'ai fini ma première année de PCB, j'avais déjà des amis avec qui je disais, bon, écoutez, moi, je suis fatigué d'attendre chaque année que quelqu'un vienne me proposer un rôle, que François Latour, Jean Résil ou un autre, ou Max Zalès vient me dire, il n'y avait pas encore Mona Guerre à l'époque. Avec Mona Guerre, on allait développer une très très longue amitié, une belle amitié de professionnels et artistiques. Et à l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer Denise Dupont, Denise Petrus Dupont et Édouard Dupont, qui ont été mes professeurs aussi au cours de Gérard Résil. Et là, tout de suite, je me dis, bon, moi, je vais jouer des pièces. Je vais jouer des pièces. J'ai réuni des amis, Nadine, Paul Tredenis. Nadine, si tu écoutes, je te salue. Moi, je vais te raconter rapidement ce qui est arrivé. On habitait à l'Impasse Lavaux. On avait le théâtre de l'Impasse Lavaux. On habitait en face des Denis. Fabienne Denis, Guylaine Denis, Robert Denis, Télémax et Philippe Denis. Eh bien, voici que la semaine dernière, j'ai rencontré un docteur Augustin, qui était aussi le neveu de Jonas Augustin. On faisait la belle équipe, là, vraiment. Les Poussins à côté de chez moi, il y avait les Touvard, ensuite, tout ce monde-là se réunissait, c'était le club L'Union à l'Impasse Lavaux. Et alors là, je fais une digression parce que voici comment Fabienne a annoncé ma mort aussi à mon ami qui est médecin aussi, comme moi, qui s'appelle José Augustin, et derrière moi j'appelle José après, disons il y a un an de ça, José me dit, quoi? Je dis quoi? Je suis doublement heureuse, mais pourquoi? Parce que j'ai parlé à Fabienne, parce que j'ai demandé des nouvelles de toi, Fabienne m'a dit, il est mort, ça fait longtemps. Alors Fabienne, je ne suis pas mort, je suis là. Mais elle fait beaucoup de belles choses aussi, celle aussi Fabienne. Et je suis sûre que c'est pas Fabienne seulement qui sera heureuse de te voir. Il y a aussi les fanatiques de Roy les Voilà qui seront heureux de voir Patrick Perry. Bon, écoute, avec les cheveux blancs, ils me disent que je n'ai pas beaucoup changé. Merci, c'est encourageant. Mais mon Dieu, ça va faire 30 ans là, oui, les voilà, hein? Non, ça fait pas 30 ans déjà. Et les gens continuent d'en parler, continuent d'être contents. Les gens, je les rencontre un peu partout, même à l'étranger, hein, une fois sur la 5e avenue à New York, ensuite une fois à Paris, le quartier Saint-Michel. Eh bien voilà, Patrick, je suis pas moi, ça, c'est pas moi. Il doit sûrement y avoir d'autres Patrick. C'est que la personne t'approche près de moi, me dit Patrick, mais rien. Je me dis mon Dieu, mais c'est pas croyable. Je pensais que je passais incognito. En bref, j'ai fait. Oui. Je pense que tous les artistes de Roy les Voilà ont vécu. Et puis, quoi, après, j'ai fait des pièces. J'écris chaque 2 mois. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Florence Augustin, Pierre-Richard Pratt et Denise Petrus, qui après son travail, après ses cours chez Madame Bijou, elle disait cosmétologie. Elle venait répéter avec moi. Elle m'a fait le grand plaisir, le grand honneur de jouer ma première pièce, ma première mise en scène qui s'appelait Le Marcheur. C'était Denise Petrus, Pierre-Richard Pratt, Florence Augustin et mon petit-neveu qui est, mon Dieu, quand je dis, c'est incroyable, mon petit-neveu est aujourd'hui grand-père, Florence, Frédéric François. Et voilà, et puis ça n'a pas arrêté, j'ai joué avec Oswald Beauboeuf, Gaël Coupette, Nadine Denis, et puis on a passé à des choses beaucoup plus sérieuses. Il y avait Evelyne Moreau-Résil, moi je suis presque, la rencontre avec Claudine Michel et avec Paulette Pujol-Oriol, c'est encore un moment extraordinaire parce que là, on faisait presque 2 fois par an, on avait une nouvelle pièce et Paulette est un talent. Paulette est je parle de tout ce monde-là, c'est comme s'ils étaient encore présents, non? Paulette, Denise, Mbonaguerre, ce sont tous des gens décédés. Et qui me manquent, oui. Parfois, je pense beaucoup à elles, à ces dames-là, parce que ce sont ces dames, Viviane Gauthier aussi. Viviane, c'est un autre moment de la vie. Tout ce monde-là m'ont bien
Ils m'ont bien gâté, ils m'ont bien chouchouté, ils ont aimé ce que je faisais, ils ont voulu me faire davantage et j'en ai profité et je suis devenu... Jamais je pensais que j'allais être romancier parce que je trouve que c'est trop dur. C'est trop dur d'écrire. C'était tellement facile pour moi d'écrire des dialogues de théâtre, puisque après avoir joué plein de pièces, je me dis, bon, mais voilà, Franck Etienne fait, je peux faire aussi. Languichat fait, je peux faire aussi. Justement, on va faire déjà notre première pause et puis on va présenter aux internautes ce nouveau projet que tu as. Bon, ben d'accord, Ok? très bien, parce que le temps passe vite, comme je te dis. À tout à l'heure. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici. Chers amis internautes, nous sommes avec Frédéric Surpris qui nous a parlé, qui nous a fait un bref résumé de sa carrière. Il est metteur en scène, il est acteur, il est aussi animateur de radio et justement, nous allions parler de lui comme romancier. Frédéric, avant de parler de ça, je voudrais mentionner quelque chose aux internautes. Nous regrettons le départ de Franck Etienne, un grand homme. Je rappelle aux internautes que les années, nous avions participé dans cette troupe Jeune Théâtre que tu avais fondée. Que nous avions On était en Denis 78. Petrus, toi aussi. Ouais. Des prates. On était 4 à la fondée. 1978. Nous jouons vraiment, comme tu l'as mentionné, au moins 2 pièces Par an. par an. À raison de 4 à 5 représentations par pièce. À ce moment, il y a eu des gorges chaudes. Les autres troupes ont dit nous jouons trop de pièces de boulevard. Oui, et de pièces étrangères aussi. Franck Etienne a joué Pelle-en-Tête. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Quand il a joué Pelle-en-Tête, le gouvernement d'alors a fait mettre une censure sur cette pièce, a empêché que la pièce ne se joue et a dit que désormais, avant que les artistes ne présentent quoi que ce soit, ils doivent remettre la pièce au palais. Ah, tu t'en souviens bien. Pour être lu. Oh oui, c'est inoubliable ça. À ce moment, il y a eu une pétition, un mouvement général de tous les artistes et même des artistes qui étaient en Europe qui ont signé pour dire non, que nous avions la liberté de jouer ce que nous voulions. Et c'est à cause de Pelle-en-Tête qu'il y a eu cette union. Franck, comment ne pas penser à toi? Et tout de suite après, ils ont levé la censure et nous avons recommencé. C'était sous Jean-Claude Duvel. Mais là, je voulais faire le pont entre Franck, acteur, écrivain, pour t'introduire, parce que pour introduire ton livre. Oui, c'est bien. Ok? Tu me dis que tu as écrit un livre. Et parle-nous de ce livre. Qu'est-ce qui t'a porté à écrire? D'émotion, de lyrisme, de poésie, qu'est ce premier roman, inédit et inaccoutumé. La vie ne tient qu'à un fil, et l'appel des sens ne fait pas exception. Je vais raconter une anecdote extraordinaire. Je devais faire ce qu'on appelle un IRM, résonance magnétique, et comme je suis très claustrophobe, c'est-à-dire je suis très mal à l'aise dans les endroits fermés, c'est pour ça que j'aime mon pays, je suis toujours dehors, d'abord, les vivre dehors.
Et puis, une petite chambre, quand j'étouffe. Alors, quand je suis allé faire cette résonance magnétique, ce qui m'a sauvé 20 minutes enfermé dans un cercueil, c'est comme un cercueil. Ce qui m'a sauvé, je peux vous le dire, c'est du théâtre, c'est le théâtre. C'est une pièce que j'avais écrite et je me suis mis à la réciter pendant les 20 minutes, les yeux fermés. Alors, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de vaincre ma claustrophobie. Eh bien là, pour moi au départ, écrire un roman, c'était être claustrophobe. D'accord? C'est s'enfermer seul, parce que c'est la il vous le diront tous, les romanciers, les écrivains, c'est la grande solitude de l'artiste d'écrire un roman parce qu'il est seul avec et sa plume et son papier. Pour le théâtre, c'est différent parce qu'après, dès que j'ai fini, j'appelle Florent, je dis on vient répéter, d'appel Denise Petrus, quand est-ce qu'on commence? Donc c'est différent. Mais pour le roman, c'est dur, c'est vraiment dur. Et je comprends qu'il y a des gens qui veulent faire du roman par gloriole pour chercher une gloire. Dès le départ, moi, je dis que c'est écrire un roman, c'est être claustrophobe. Et c'est ça mon état. J'ai peur de me trouver dans un endroit trop fermé, trop restreint où j'étouffe. Mon roman s'appelle Freud, Freudonne. Évidemment, je m'adresse un peu à tous ceux qui connaissent Sigmund Freud. Je m'adresse à tous ceux qui font la psychanalyse, qui font la psychologie, qui font la psychiatrie, qui font la psychologie sociale, qui font la psychiatrie sociale. Et je m'adresse aussi à tous ceux qui font l'ethnologie, à tous les universitaires. Freud, Freudonne, c'est bien sûr parce que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, Freudonne, ça veut dire qu'il s'amuse, il chante, il rit. Et ça me rappelle mon professeur aussi, Saint-Amand, Idriss Saint-Amand, qui a écrit « Bon Dieu rit ». Hein, c'est beau, joli comme titre. Eh bien, c'est après avoir donné le titre de roman Freud, Freudonne, que je me suis rendu compte que j'ai peut-être été un peu pincé et moustillé par Idriss Saint-Amand, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Lui et sa femme, parce que j'avais fait des interviews avec eux à la télévision nationale, quand j'étais à la télévision nationale comme animateur, présentateur de télé. Eh bien, Freud, Freudonne, c'est une histoire, je prends le temps de le dire, c'est une histoire qui a une très grande portée symbolique, parce que le symbolisme, c'est le symbolisme de l'immersion, et aussi, je peux dire immersion, ça veut dire enracinement, ça veut dire déracinement et enracinement, et le symbolisme de l'immersion doit finir par une sorte de descente aux enfers et une résurrection. Jean-Philippe est un Québécois d'origine haïtienne qui a bien réussi sa seconde vie de 28 ans d'âge pendant 20 ans d'immersion dans une société accueillante et sécurisée. Mais qu'en est-il de sa vie antérieure, de ses premiers pas, de la terre glaise qui enregistrait ses pas? Qu'en est-il de ses émotions d'enfant? Émotions, images et retour vers le passé obligatoire qui ne le quitte pas et qui l'interroge. Donc, quelque part, ce symbolisme-là traduit un peu notre réalité de 40-50 ans, notre réalité surtout ces dernières années. Et c'est peut-être un livre que j'ai écrit par anticipation parce que je ne savais pas qu'on allait tomber aussi bas. Je ne savais pas qu'on allait être aussi cloîtré, pressuré, morbidement attaqué de toutes parts par nous-mêmes et par les autres. Et on irait par la nature et par on n'en finirait pas. Mais c'est l'histoire justement d'un jeune homme, d'un garçon qui se retrouve au bord d'une rivière et qui subitement perd il est en train de jouer. Il a un ballon, il chute dans le ballon et puis la nature, le ballon se mêle, tout se mêle, le ballon s'en va, il n'arrive pas à prendre son ballon et il s'oublie. Il oublie tout, à la fois une amnésie. Et il se retrouve 20 ans plus tard au Québec et là, c'est la belle vie. Il est professeur. Eh bien, il a cette pulsion, ce besoin de sentir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve là et qu'il est si bien entouré? Il a sa copine, il a son métier, il a son travail, il est professeur. Et puis il se dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose qui m'attire. Il semble que je suis haïtien. Voilà, c'est quand même bizarre. Il semble que je suis haïtien. Et c'est dans les méandres de cette introspection, dans les méandres de ce que j'appelle cette pulsion pour s'immerger quelque part, pour être ancré à quelque chose, pour jeter son encre en Haïti et dans son histoire, qu'on va découvrir comment
2 amours, une port-au-prinциenne et une montréalaise, comment ça va se... Quel est le mot exactement? Comment ça va se catapulter? Comment ça va entrer en contradiction? Comment ça va être terrible? Comment ça va être, cette descente aux enfers va être aussi une descente aux enfers symbolique d'un pays qui se meurt, d'un pays pris dans l'étau de ce que je vais appeler la civilisation occidentale, la civilisation haïtienne, la civilisation du tiers-monde. Tout y passe. Tout y passe et Freud est là. Freud est toujours présent. Il rit, il s'amuse. Le vaudou passe. Et je vous assure que d'avoir écrit ce roman et de l'avoir terminé par des scènes, ce que je peux appeler mythiques et mystiques, il faut le faire. Il faut le faire. Je n'aime pas, le moi est taillissable, je ne peux pas m'envoyer des fleurs, mais je sais qu'il y a une grosse maison française qui s'appelle les éditions du Lys Bleu. Ils m'ont envoyé une lettre de félicitations extraordinaire, mais je n'ai pas accepté d'être publié par eux pour une raison simple, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment 10 ans de travail. Le livre est écrit depuis, je l'ai peaufiné, je l'ai regardé, j'ai encore regardé. Comme me disait Paul Epouja une fois, laisse décanter les choses et reviens après pour voir ce que tu peux faire. C'est ce que j'ai fait dans ce livre-là. Parce qu'entre-temps, j'ai écrit plusieurs livres. Je laisse ça en maturité ou en maturation. Je vais faire un autre livre et je continue. Et puis, quand j'ai fini ce livre, moi, écoutez, ça me donne des frissons, mais je sens qu'il y a quelque chose de Goncourt ou d'hollywoodien là-dedans. Et que personne d'autre, si vous n'êtes pas haïtien, si vous ne savez pas ce que c'est que la culture haïtienne, la culture vaudou, l'histoire d'Haïti, la mise en quarantaine d'Haïti, l'histoire des politiciens, les politiciens véreux, ils ne sont pas présents dans les livre, mais leurs effets, leur méchanceté, leur tout est là. Tout est là pour faire une œuvre de résurrection, et j'espère que ce sera la résurrection d'Haïti. Quelqu'un me l'avait prédit que je vais faire des choses je vais souffrir avec le pays, semble-t-il, mais peut-être que je vais être ressuscité aussi avec le pays. Et dans ce livre, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Voilà. Pourquoi en t'écoutant, j'ai l'impression que tu as envie de faire un film? C'est pas moi qui ai envie d'en faire un film. Je sais juste que je vais faire des choses, je ne vais pas en profiter tout de suite, personnellement. Je vais faire des choses, c'est pas pour moi que je les fais. Je suis poussé par une sorte de pulsion, par une sorte de besoin d'immersion, de pulsion et ensuite de résurrection. Donc, comme je lis beaucoup, comme je suis très au courant de ce qui se fait dans le monde de la littérature, je sais que j'ai fait un livre monstre. Je sais que j'ai fait un livre massif. Et si je n'en profite pas personnellement parce qu'on n'est pas millionnaire parce qu'on écrit des livres, c'est peut-être d'une autre façon que ça va se faire, mais j'espère que ça se répercute. J'espère que ça profite à mon pays aussi, à ma société, à l'avenir de mon pays. Hein. J'espère que j'ai encore des cheveux blancs pour assister à cette résurrection-là. Et si tu le veux, une fois, une autre fois, une prochaine fois, je lirai une partie de cette partie-là qui me trouble moi-même à chaque fois que je le fais. Je me demande comment j'ai pu écrire ça. Je me demande comment est-ce que j'ai pu faire la transmutation d'âme et de personnes sans que ce soit quelque chose de maléfique, de vampirique, mais que ce soit tout à fait mystique. J'ai fait parler un tambour, par exemple, dans le livre, le dialogue du tambour. Et ce jeune homme qui revient de l'étranger, qui ne connaît pas son histoire, qui s'est perdu, qui est tombé dans les pommes, qui ne sait pas quand il a été, qui l'a sorti de là et pourquoi. Il a été en Haïti, il voit une autre fille qu'il aime, et le problème commence avec les deux filles, et voilà que la jalousie va arriver, et voilà qu'il va découvrir l'histoire d'Haïti, il va découvrir le vaudou, il va découvrir plein de choses. Un jour, Sarah, cette fille, l'emmène voir une cérémonie vaudou, et là, il est le seul à entendre la voix du tambour lui parler. Le tambour lui parle et il pose des questions au tambour. Personne n'entend. Le tambour parle. J'ai osé faire ça. Après trop loin de révéler tout le livre aux internautes, nous allons t'écouter justement oui. Dans un chapitre du livre. Extrait du 4e chapitre.
Et comme un malheur ne vient jamais seul, ce soir, il s'en alla dormir, Jean-Philippe, chez sa blonde, sa petite amie, pour se reposer de ses émotions plutôt décapantes. Dieu merci. Régine ne fera que l'embrasser et glisser sa main sur la nuque de son homme pour qu'il soit guéri de toutes ces tensions et contorsions. Le repos du guerrier? Non. Mais le repos de l'âme, fébrile, inquiète, vaillante, belliqueuse. Un malheur ne vient jamais seul et cela ne se passera pas comme ça. Frédéric, c'est très émouvant. On a hâte de le lire. On va faire notre deuxième pause et tu vas nous parler de tes projets. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousseret, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Frédéric Surpris. Il nous a révélé qu'il était un romancier et il nous parlait de son livre. Frédéric, tu vas nous rappeler le titre, s'il te plaît? Le livre s'appelle Fredonne. On fera une vente signature bientôt en mois de mai. J'espère, je vais prendre le temps de bien faire les choses. Et puis, s'il y a des gens qui veulent, je suis sûr que Florence va mettre les coordonnées, si les gens qui veulent me contacter, ils pourront le faire. Et voilà, je suis content d'avoir retrouvé Florence à l'écran. Oui, parce que c'est plus facile de voir Florence à l'écran que de voir Florence à chair. Mais avant le livre, quel autre projet as-tu? J'ai un autre livre qui est déjà fini d'ailleurs, mais je ne peux pas les publier ensemble, ça fera un embouteillage. Mais ne parlons pas de ça, peut-être l'année prochaine ou bien peut-être en automne. Le projet que j'ai, c'est de voir si je peux être un peu plus présent positivement sur les réseaux, parce que je n'aime pas beaucoup ce qui se passe dans les réseaux, hein. Surtout concernant les petits pays, les pays pauvres, les pays sous-développés. On embarque dans n'importe quelle stupidité, on oublie que ça aurait pu nous permettre de nous libérer, d'être étonnamment étonnant, d'être développés, de faire des contacts, de créer des liens et d'être éduqués, de nous éduquer, okay? De promouvoir la solidarité. Ça, c'est important, mais c'est pas ce que nous voyons. Et c'est la raison pour laquelle je sais pas, je réfléchis beaucoup, je prends un petit temps pour réfléchir, pour voir si je peux revenir sur les écrans, dans les réseaux, avec quelque chose une posture plus positive que ce que je vois. Moi, je t'encourage à le faire parce que tu as vraiment beaucoup à dire. Et en parlant de ça, nous allons revenir au proverbe que nous a donné Berman Fleury. Grand goût fait pour patate, prend valet. Grand goût fait pour patate, prend valet. Qu'est-ce que le proverbe? Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Personne n'aime les poules patates. Personne n'aime les pelures de patates. Pas que le monde qui aime les poules patates, tout le monde dit non, non, pas. D'ailleurs, je viens justement, j'ai coupé une patate aujourd'hui. J'ai pelé une patate que je vais frire. Personne n'aime ça, mais heureusement que je parle en grand goût. Pas grand goût, donc je ne vais pas manger la pelure de patate. Mais c'est dur quand un proverbe comme ça s'adapte beaucoup à mon pays, Haïti, et ça fait de la peine, hein, ça fait de la peine. Les gens peut-être ne trouvent même pas la pelure de patate pour manger ces jours-ci. Écoutons ce que nous dit Berman Fleury. Grand goût fait pour patate prend valeur. La faim donne de la valeur à la pelure de patate. Dans la nécessité, bien, on se trouve à valoriser des biens de la nature que souvent on est porté à gaspiller. Donc, habituellement, on jette la pelure de patate, mais lorsqu'on a faim, bien, on réalise que même la pelure de patate est nutritive. Donc, alors, c'est ça, grand goût fait pour patate, pas perdu. Eh bien, Frédéric, tu n'es pas passé trop loin de l'explication de Berman Fleury.
Justement, Serge aussi, même la pelure de patate, On ne la trouve pas. on ne la trouve pas, mais quand on la trouve, on se jette dessus. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver? Eh bien, les gens peuvent m'appeler au 514 de 50 60 66. Tu pourras donner mon adresse email sur les images, célébrer2004yahoo.fr. Donc, célébrer, CELEBRER 2004 @yahoo.fr et je vous répondrai. Eh bien, Frédéric, je te remercie pour ce petit moment que nous avons passé ensemble et tu nous tiens au courant de la date exacte de ta vente signature. Je sais que les gens, que les internautes qui nous écoutent seront heureux de te revoir et de se procurer ce livre sur lequel tu as travaillé 10 ans. Je te souhaite un vraiment grand succès. Merci Florence et à très vite, à très bientôt. Donc, bienvenue chez Fleurs Caraïbes. Donc, on est là aujourd'hui pour célébrer la culture créole, célébrer la cuisine haïtienne. C'est la deuxième succursale de Fleurs Caraïbes à Laval. Donc, vous allez trouver des mets typiques haïtiens, que ce soit du riz collé, du riz blanc, du lalo, de la soupe, du bouillon, etc. Plein de saveurs uniques auxquelles vous ne voulez pas manquer ça. Au 800 boulevard Chaumédé, suite 165. Alors, pour les commandes en ligne, vous pouvez appeler au 450-505-1280 pour passer une commande ou vous pouvez aussi passer par Uber Eats pour les commandes en ligne directement chez vous. Et puis, bouillon tourne sur 3e bol. Maintenant, Restaurant Fleurs Caraïbes est ouvert au grand public, mais spécialement aux Haïtiens qui veulent retrouver le goût de la bonne cuisine haïtienne. Slogan pas changé. Restaurant Fleurs Caraïbes, c'est là pour là. Chers amis internautes, c'était avec nous Frédéric Surpris qui va publier son premier roman. Il nous a donné un aperçu de son livre. Allez l'encourager. Je suis sûre que vous ne le regretterez pas. Alors, je vous laisse. Partagez l'émission. Mettez un pouce levé. Abonnez-vous. On se revoit dans 2 semaines. Toi c'est qui? Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? Toi c'est on artisan. Moi c'est Yoatis. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.